Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour le webinaire aujourd'hui sur la préparation aux maladies respiratoires à l'intention des résidents et des familles organisé conjointement par les conseils de famille d'Ontario ainsi que l'Association des conseils des résidents de l'Ontario. La conférencière invitée d'aujourd'hui est Lynn Duchesne du ministère des Soins de longue durée et elle partagera des informations sur la préparation aux maladies respiratoires. Nous avons également avec nous aussi Christine Lorio, directrice de la direction de la planification des systèmes de services et des questions opérationnelles du ministère des Soins de longue durée. Avant de commencer notre événement aujourd'hui, on va commencer avec une reconnaissance de territoire. La reconnaissance de territoire est un élément important de la réconciliation avec les communautés autochtones car elle permet de prononcer la vérité sur l'histoire et les peuples de la terre sur laquelle nous trouvons. Le travail des conseils de famille d'Ontario est celui des foyers de soins de longue durée, des conseils de famille et des aidants familiaux, se déroule sur des territoires autochtones traditionnels dans toute la province que nous appelons aujourd'hui Ontario. Et notre équipe est reconnaissante de pouvoir travailler et vivre sur cette terre. Les peuples des Premières Nations étaient les premiers habitants du territoire qui s'appelle aujourd'hui le Canada, et nous reconnaissons que 46 traités et autres accords couvrent le territoire de l'Ontario. Aujourd'hui, je vous parle à partir de Sudbury. Et le terrain où on est situé est le terrain Anishinaabeg et Wahnapitae First Nation. Nous sommes reconnaissants aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits qui ont pris soin de ces territoires depuis des temps immémoriaux et qui continuent de contribuer à la force des foyers de soins de longue durée et des communautés de toute la province. La reconnaissance du territoire est un protocole autochtone utilisé pour exprimer sa gratitude à ceux qui résident ici et pour honorer les peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur cette terre historiquement et actuellement. Il nous permet d'apprécier le rôle unique et la relation que chacun d'entre nous entretient avec la terre et nous rappelle doucement les perspectives plus larges qui s'élargissent notre compréhension pour englober l'histoire riche et de longue date de cette terre et notre rôle privilégié en y résidant. Pour en savoir plus sur les peuples, les territoires et les langues de la terre sur laquelle vous vivez, travaillez et prenez soin de vous, consultez le site web native-land.ca. Dans le cadre de notre engagement à la réconciliation, nous offrons des opportunités de formation pour aider notre personnel à en savoir plus sur notre histoire commune, la présence autochtone et les droits fonciers, les conséquences du colonialisme et les préjudices infligés aux peuples autochtones. Bien que nous n'en soyons qu'au début de notre parcours vers une véritable réconciliation avec les peuples autochtones, nous nous sommes engagés à établir des relations mutuellement respectueuses avec les peuples autochtones de toute la province. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité qui nous est donnée de travailler dans tout l'Ontario. Avant de vous présenter notre conférencière, j'aimerais partager des éléments logistiques avec vous. Vous allez remarquer que tous les participants sont en mode écoute seulement, ce qui signifie que vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Alors, nous avons délimité du temps aujourd'hui pour une période interactive de questions et de réponses. Mais en ce moment, nous invitons à utiliser la boîte de questions et réponses pour poser vos questions à notre conférencière invitée. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée et sera mise à la disposition des participants après notre rencontre sur le site web et les chaînes YouTube de l'Association des conseils de résidents d'Ontario ainsi que les conseils de famille d'Ontario. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter l'oratrice invitée aujourd'hui, Lynn Duchesne. Lynn est une spécialiste de formation aux soins de la direction de l'inspection des soins de longue durée dans la division des opérations du ministère des soins de longue durée. Lynn, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Liane, pour la très belle introduction. Bonjour à tous et à toutes, et merci de prendre le temps de participer à cette séance d'information. Comme Liane a bel et bien dit, je m'appelle Lynne Duchesne, je suis une spécialiste de la formation avec le ministère des Soins de longue durée sous la division des institutions. Aujourd'hui, je suis aussi accompagnée de ma collègue Christine Loureiro, qui pourra répondre et assister à répondre vos questions suite à la séance d'information. On va commencer avec vous donner un petit survol, un contexte de la saison des maladies respiratoires qui se présente présentement sur le territoire de l'Ontario. Si vous pouvez changer la diapositive, s'il vous plaît. Can someone change the slide? Ah, merci beaucoup. Je vais vous commencer par vous dresser un petit tableau de la saison des maladies respiratoires actuelles cette année. Donc, la saison des maladies respiratoires s'annonce une nouvelle fois à être une saison difficile due au fait de la circulation de la grippe, du virus respiratoire syncytial, le VRS, et de la COVID. À ce moment, c'est une situation assez similaire à l'an dernier. Le risque des conséquences graves dues à la COVID-19 pour les résidents a diminué grâce à l'accès et à l'adhésion à la vaccination, à la disponibilité des antiviraux sûrs et efficaces et aussi à l'immunité élevée dans l'ensemble de la communauté. À l'heure actuelle, les niveaux d'infection à la COVID-19 sont modérés et les niveaux d'activité de la grippe et du VRS sont faibles. Le ministère continue de collaborer avec le bureau du médecin hygiéniste en chef afin de surveiller étroitement les tendances en matière de maladies respiratoires et de déterminer si d'autres mesures sont nécessaires pour protéger la santé des personnes qui vivent et travaillent dans les foyers de soins de longue durée et de celles qui fréquentent ces établissements. Si vous pouvez changer la diapositive. Au niveau de la prévention et contrôle des infections. If you could switch the slide, please. Je vais juste continuer, puis je sais qu'on va se rattraper avec la diapositive. Ça fait qu'au niveau des préventions et contrôles des infections, donc le PCI, des mesures sont mises en place comme l'hygiène des mains, le port du masque, l'utilisation de l'équipement de protection individuelle, donc les EPI, et l'autosurveillance sont en place pour contribuer à réduire le risque d'éclosion dans les foyers. Le port du masque est encouragé pour toutes les personnes qui se trouvent dans les aires communes, ainsi que pour le personnel travaillant directement auprès des résidents. Tout membre du personnel est tenu de porter un masque et un équipement de protection individuelle approprié s'il risque de s'exposer ou d'exposer d'autres personnes à une infection. Remarquez, les résidents peuvent demander à tout moment que le personnel porte un masque lors de la prestation des soins. Ceci, c'est très important à noter. Les foyers doivent aussi fournir de l'équipement de protection individuelle aux membres du personnel, aux résidents, aux fournisseurs de soins ou aidants naturels, ainsi qu'aux visiteurs. Les fournisseurs de soins et les visiteurs doivent continuer de surveiller s'ils présentent des symptômes d'infection ou de maladie et de ne pas se rendre au foyer s'ils ne se sentent pas bien. Par rapport aux vaccins et aux produits thérapeutiques. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour se protéger et éviter des conséquences graves comme l'hospitalisation, il est important de se faire vacciner contre la COVID-19 et contre la grippe. Les foyers devraient maintenant recevoir des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe. Et ils ont l'obligation de proposer, d'offrir aux résidents ces vaccins.
Lors de la planification des cliniques de vaccination pour les résidents, les foyers sont également encouragés à proposer les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe aux fournisseurs de soins. Nous vous encourageons à vous faire vacciner simultanément contre la COVID-19 et contre la grippe. L'administration du vaccin contre la grippe le même jour, avant ou après le vaccin contre la COVID-19, est sans danger. Ça veut dire que vous pouvez avoir les deux vaccins en même temps. L'habilité de donner les deux vaccins ça va être à déterminer au niveau du soin de longue durée, à déterminer cette option-là et cette possibilité-là. Concernant le vaccin contre la COVID-19, vous pouvez recevoir votre dose de rappel 6 mois après votre dernière dose de vaccin contre la COVID-19 ou votre dernière infection de COVID-19. Ou, et ceci c'est bien important, en accord avec votre médecin, sous consultation, vous pouvez recevoir une dose dès 3 mois après la dernière dose du vaccin contre la COVID-19 ou de votre dernière infection à la COVID-19. Le nouveau programme de vaccination contre le VRS devrait également être déployé prochainement. Ce nouveau programme cible les personnes de plus de 60 ans. La priorité est donnée aux résidents des foyers de soins de longue durée. Nous prévoyons recevoir de plus en plus d'enseignements dans les prochains jours et le vaccin contre le VRS devrait être proposé dans un avenir proche. Il convient de souligner que le vaccin contre le VRS doit être administré au moins 14 jours avant ou après la prise d'un vaccin contre la COVID-19 ou un vaccin contre la grippe. Les foyers sont également encouragés à évaluer à l'avance si les résidents peuvent recevoir des médicaments antiviraux comme le Paxlovid et le Tamiflu pour le traitement des maladies respiratoires. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ça fait comment est-ce qu'une éclosion est déclarée dans un foyer de soins de longue durée? Très bonne question. C'est au bureau de santé publique local qui incombe de déclarer l'apparition et la fin de l'éclosion d'un foyer. Ça veut dire le foyer de soins de longue durée surveille sur une base journalière qu'est-ce qui se passe dans leur établissement, rapporte au bureau de santé publique et c'est l'unité de santé publique locale qui déclare si oui ou non il y a une éclosion et quand l'éclosion va se terminer. Une fois qu'une éclosion est déclarée, l'équipe du foyer est chargée de la gestion des éclosions, travaille avec le bureau de santé publique pour mettre en œuvre des mesures face à l'éclosion, conformément aux directives du ministère de la Santé. Un exemple de ceci serait le regroupement en cohorte de résidents, l'isolement ainsi que le port du masque. En cas d'éclosion, le foyer ne peut pas empêcher aux fournisseurs de soins de rendre visite à leurs proches. Toutefois, le bureau de santé publique peut imposer certaines restrictions aux visiteurs généraux. Donc, prochaine diapositive. À quoi peut-on s'attendre une fois qu'une éclosion est déclarée? Pendant une éclosion, des mesures supplémentaires de prévention et de contrôle d'infection peuvent être mises en place. Des exemples sont l'auto-isolement des résidents malades, sachant que la période d'isolement variera en fonction de l'infection. Ça fait qu'en cas d'une infection à la COVID-19, la période d'auto-isolement est de 10 jours. La personne résidente a la possibilité de sortir de sa chambre et de participer aux activités dans les aires communes au bout de 5 jours, si les symptômes se sont améliorés et qu'elle n'a pas de fièvre, à condition de porter un masque bien ajusté en tout temps. Concernant les contacts étroits entre les personnes qui partagent une chambre, chaque personne concernée doit s'isoler, doit porter un masque bien ajusté, maintenir le plus possible la distance physique en dehors de sa chambre
et éviter de se rendre dans d'autres aires du foyer ou d'interagir avec des résidents qui n'ont pas été exposés. Si elle n'a pas de symptômes après 5 jours, la personne peut mettre fin à l'isolement. Il n'y a pas d'obligation d'auto-isolement pour les autres contacts étroits qui ne présentent pas de symptômes. Mais les mesures de réduction des risques, comme le port du masque et le maintien de la distance physique, dans la mesure du plus possible, doivent être respectées. Okay. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il convient d'utiliser de l'équipement de protection individuelle, les EPI, par exemple, des masques, des blouses, des gants, bien important. Les résidents sont regroupés en cohortes en fonction de l'exposition à la maladie ou à l'infection. Les activités en grands groupes sont remplacées par des activités en petits groupes ou même des activités de 1 à 1. Le nettoyage est renforcé. Par exemple, les surfaces de contact fréquemment touchées. Un exemple, si vous avez un ascenseur, les boutons d'un ascenseur, les poignées de porte, les rails sur le bord des murs vont être nettoyés beaucoup plus souvent. Comme indiqué précédemment, le ministère continuera de surveiller les tendances et la gravité des éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée, toujours en collaboration étroite avec le bureau du médecin hygiéniste en chef, afin de déterminer si les mesures actuelles doivent être modifiées. Ça fait que j'ai fini ma présentation. Je remercie Liane pour avoir commencé et fait le suivi des diapositives et on serait prêt à participer, à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Lynn. Et oui, ici, il y a des participants qui voulaient poser des questions. Au bout de votre écran, vous a dit Q&A, vous pouvez taper votre question et on sera content de les répondre pour vous. Alors, on va donner une couple de minutes. Comme c'est là, il n'y a pas de questions. Mais on va vous donner une couple de minutes. En attendant, Lynn, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager ou Christine? Peut-être d'autres questions qui ont été posées auparavant qu'on pourrait partager. Je pense que l'aspect le plus important, c'est on a eu des changements dans nos standards de contrôle, de prévention et contrôle d'infection qui ont un impact sur les établissements, les foyers de soins de longue durée. Dans les nouveaux standards, c'est très clair, c'est écrit que les établissements doivent encourager une bonne communication entre eux-mêmes, les résidents, les familles, les conseils de famille, par rapport à une situation d'éclosion d'un outbreak. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que je pense que les maisons sont dans un processus actuel de faire un plan pour faciliter la communication. Ils devraient être en train de parler au conseil de famille, au conseil de résidents pour voir comment serait la meilleure façon pour communiquer n'importe quel changement au niveau des éclosions dans la maison. Ça fait que c'est juste ça que je voulais partager, juste un aspect très important au niveau des changements de la prévention et contrôle des infections. Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions, on pourrait finir notre session ce matin, juste avec des petits mots de fermement. Alors, on aimerait vous remercier à tous ceux qui ont participé. Est-ce qu'on a une question? Oui, on a des questions. Ça fait que la première question est pourquoi doit-on attendre qu'il y ait une éclosion avant de mettre en place un nettoyage plus accru? N'est-ce pas le nettoyage exactement, les rails, les boutons d'ascenseur, tout ça, ce que ça devrait être fait? Oui. C'est avec ça, je peux répondre, ça fait partie, les établissements de soins de longue durée doivent avoir un processus déjà en place qui fait partie de leur processus d'entretien ménager, mais aussi leur processus de prévention et contrôle d'infection. C'est vrai qu'ils font déjà le nettoyage sur une base régulière. Plusieurs maisons le font déjà de 1 à 2 fois par jour. Cependant, quand il y a une éclosion, ceci peut être
augmenter dépendant des capacités de la maison, mais souvent, ils vont l'augmenter. Si c'est une fois par jour, ils vont le faire 2 fois par jour. Des fois même, ils vont le faire plus souvent, spécifiquement si c'est sur une unité où il y a une éclosion. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. On a une autre Pouvez-vous, question? Oui. prochaine question, pouvez-vous expliquer la différence entre une éclosion et une éclosion de précaution? Oh, très bonne question. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déterminé par l'unité de santé publique locale. Donc, comme je vous avais expliqué, les établissements de soins de longue durée doivent faire une surveillance quotidienne de l'état de santé de leurs résidents. S'ils notent, disons, je vais prendre un exemple. S'ils notent qu'il y a un résident qui présente des écoulements nasaux, des congestions, puis une fièvre. Bon, on en a un, peut-être qu'il va en avoir peut-être un deuxième. Il laisse l'unité publique locale le savoir et c'est eux, à l'unité publique, de déterminer si c'est une éclosion de précaution ou une vraie éclosion basée sur le nombre de résidents et les symptômes et tout probablement les échantillonnages qu'ils vont prendre pour déterminer les organismes qui seraient la cause des infections. J'espère que ça répond à votre question. OK. Et puis, on a un beau commentaire qu'on apprécie énormément. Merci beaucoup pour cette excellente présentation en français. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup pour le commentaire. Je pense que tout le groupe ici l'apprécie énormément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Christine, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter? Would there be something you would like to add? Do you want to maybe repeat, Lynn, the information on the vaccine, just to reinforce the messaging on the importance of the vaccine? Because that's a question we get a lot. That'd be great. Thank you. OK. Thank you very much. Vous savez, comme ma collègue Christine a mentionné, on veut vraiment vous mettre au courant de l'importance de la vaccination. Donc, si vous êtes capable d'avoir votre booster, votre prochaine dose, comme vous voulez, du COVID-19, s'il vous plaît, allez le chercher, ainsi que le vaccin contre la grippe. Comme on a dit, nous avons eu toutes les informations qui viennent du bureau du médecin hygiéniste en chef que l'on peut recevoir ces 2 vaccins-là en même temps. Donc ça serait vraiment très important. Puis c'est quelque chose, c'est un avantage. On est les 2, c'est super. De plus, comme nous avons dit, le SVR, donc plus communément connu en anglais comme le RSV, on attend le vaccin pour ceci. On espère que le vaccin va sortir tout probablement à la mi-fin novembre. C'est fortement encouragé pour les résidents en soins de longue durée et n'importe qui a au-dessus de 60 ans. Sachez que si c'est en bas, si c'est les gens en soins de longue durée, c'est couvert, n'est-ce pas, Christine? Mais si vous avez vous-même, comme aidant naturel, vous voulez avoir le vaccin, je pense qu'il serait disponible à travers votre médecin ou votre unité de santé locale qui va peut-être avoir des annonces sous peu par rapport à ce vaccin et la disponibilité de ce vaccin. Parfait. Merci beaucoup. On va demander une autre fois s'il y a d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on aimerait prendre ce temps à vous remercier pour ceux qui ont participé à cette session importante aujourd'hui sur la préparation aux maladies respiratoires. Et un grand merci à la conférencière d'aujourd'hui, Lynn Duchesne. Nous vous rappelons que ce webinaire a été enregistré et que le lien vers l'enregistrement vous sera envoyé la semaine prochaine par le biais du bulletin d'information de l'Association des conseils des résidents de l'Ontario, ainsi que le Conseil de famille de l'Ontario. Alors, prenez soin de vous et restez en sécurité.
et bonne journée. Merci à tous.